Réglementation toujours plus exigeante, taux d'intérêt en baisse et donc un rendement fléchissant, chute du crédit, qui va financer l'économie réelle? Nous nous tournons vers Florence Anglès, directrice de la gestion des risques au groupe REL, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Florence, bonjour. Bonjour Nicolette. Alors, première question, parce qu'aujourd'hui est un jour un peu particulier, puisque c'est la veille du référendum britannique sur la sortie ou le maintien dans l'Union européenne. Il y a là une série de risques potentiels extrêmement importantes, et c'est donc à la directrice de la gestion des risques que je m'adresse. Bon, je ferai un petit aparté en disant que ça nous rappelle un peu, ça nous ramène 41 ans en arrière en fait, parce qu'il y a eu le premier référendum en juin 1975, justement sur la même question en fait de est-ce que le Royaume-Uni va rester dans la communauté économique européenne, qui s'est soldé par un oui à 67%. Là, on est dans un contexte un tout petit peu différent parce que justement, on est passé avec les accords de Maastricht à une Union européenne qui était une Union européenne économique et qui est devenue un peu plus politique, et une augmentation de l'euroscepticisme qui a augmenté justement avec la crise de la dette souveraine. Pour revenir sur votre question par rapport aux risques principaux que l'on peut trouver liés à ce potentiel Brexit, la question première qui se pose, c'est la question en fait des taux de change et de la livre sterling. C'est-à-dire quel va être l'impact si jamais le Brexit passe. Et donc on va s'attendre à une dépréciation de la livre sterling, mais non seulement sur le Royaume-Uni par rapport au livre sterling, mais également par rapport à d'autres monnaies qui peuvent être considérées comme des monnaies refuges. Donc on peut dire, ça peut être le franc suisse, le dollar, le yen. Et donc dans ce cas-là, on va avoir beaucoup de fluctuations au niveau des taux de change. Le deuxième risque, je le vois, c'est au niveau de la croissance britannique. Donc là, il y a eu beaucoup d'études et une sorte de consensus qui disent que l'impact va être quand même relativement important, avec le dernier scénario et les dernières simulations qui émanent du FMI, qui mettent en évidence deux scénarios, un scénario un peu plus optimiste et un scénario un peu plus pessimiste. Donc où le Royaume-Uni rentrerait en récession en 2017 et puis en 2018 ça irait un peu mieux parce qu'on sait qu'avec l'article 50 du traité de Lisbonne, il faut à peu près 2 ans pour qu'un pays sorte de l'Union européenne. L'autre point, c'est par rapport aux pays périphériques, donc on pourrait avoir un élargissement des spreads de crédit justement par rapport aux pays périphériques de l'Union européenne. Et ensuite, je dirais, il existe d'autres types de risques, c'est-à-dire une sorte de détricotage de l'Union européenne, c'est-à-dire que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, alors il pourrait y avoir d'autres tentatives et dans ce cas-là, on pourrait avoir un problème et même de pérennité de l'Union européenne à terme. Et enfin, pour le Royaume-Uni, il y aura également un autre souci qui est le problème de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Donc on voit qu'il y a beaucoup de risques sous-jacents, mais ce qui ressort des sondages et les dernières opinions qu'on a pu avoir, tout en nuançant par rapport aux biais éventuels qu'on peut avoir dans les sondages, c'est quand même un stay, c'est-à-dire le Royaume-Uni resterait donc dans l'Union européenne et on se retrouverait dans le même cas de figure qu'en 1975. Bon, Florence, attaquons maintenant le vif du sujet, la réglementation bancaire et son impact sur le crédit. Alors Nicolette, je vais faire un historique très bref avec quelques cadavres qui sont arrivés justement avec les évolutions de la réglementation. Je dirais 1974, faillite de la banque Erste, création en décembre 1974 du comité de Bâle sur la supervision bancaire. Deuxième étape importante, 1981, deuxième choc pétrolier, problème de défaut du Mexique qui entraîne dans son sillon pas mal de problèmes des banques. Et donc Bâle 1, 1988, c'est le premier accord de Bâle avec la mise en place du ratio Cook. Après, on arrive en 2004. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu également un deuxième cadavre, ou un troisième cadavre plutôt, c'est la banque Barings. Et donc, les régulateurs ont décidé de créer ou de modifier le premier accord de Bâle et de faire le deuxième accord de Bâle qui a vu le jour en 2004 avec la mise en place des 3 piliers de Bâle et également une couverture un peu plus large des risques qui comprend le risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel. Et enfin, on arrive à 2008 avec la faillite de Lehman Brothers et
dès 2010 l'accord de Bâle III qui va apporter cette vision non seulement microprudentielle mais également macroprudentielle avec la prise en compte du risque de liquidité, des exigences de fonds propres plus importantes et une qualité des fonds propres aussi plus exigée et beaucoup plus affinée. Et également, en fait, le cadre pour les banques systémiques. Et puis maintenant, nous en sommes en fait à Bâle IV, même si ça ne s'appelle pas comme ça. Et oui, Bâle III n'est pas encore finalisé, mais pour 2016, on parle déjà de Bâle IV ou, disons, de la finalisation de Bâle III qui va en fait, qui a énormément d'impact et va encore impacter les banques au niveau de leurs exigences de fonds propres avec les modèles internes, c'est-à-dire les approches qui ont été définies par les banques avec l'accord des régulateurs qui sont mis sur la sellette, avec notamment la prise en compte de certains planchers pour éviter que les grandes banques fassent trop d'économies en termes de fonds propres et même voir la disparition de certains modèles internes pour certaines catégories de risques. Et bien sûr également la prise en compte ou le remaniement d'un certain type de risque qui avait été complètement oublié lors de Bâle III, c'est le risque de taux d'intérêt. Donc il y a beaucoup de choses qui vont continuer et qui vont être applicables à partir de 2019. Et qui vont encore faire fléchir le crédit bancaire. Oui, mais... C'est quand même le point principal que nous aimerions regarder aujourd'hui, d'autant qu'avec la baisse des taux d'intérêt, on ne peut pas dire que les banques soient spécialement bien placées pour dégager des marges à l'heure actuelle. C'est sûr que les banques ne sont pas forcément bien placées par rapport à ces taux d'intérêt qui sont bas et justement avec toutes les politiques des banques centrales, avec tout ce qui est les politiques non conventionnelles dont le quantitative easing. Mais les banques ne sont pas les seules victimes parce que les investisseurs institutionnels eux aussi qui sont à la quête de rendement sont pénalisés parce que finalement on arrive à des situations de taux bas voire négatifs et ces investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les fonds de pension, les assureurs, ont besoin d'assurer du rendement et dans ce contexte de taux bas qui semble rester pendant longtemps, se pose une sorte de quadrature du cercle, c'est comment faire pour essayer de chercher du rendement également. D'un autre côté se pose un problème d'économie réelle, comment est-ce qu'on va créer de la croissance et assurer le financement de l'économie réelle et notamment de l'économie des entreprises. Mais ce dans un contexte où les banques sont objectivement découragées de consentir du crédit. Disons que les banques du point de vue des exigences réglementaires sont plus exigeantes en termes d'activité de crédit, mais disons que le monde évolue, le monde est également innovant et vient d'apparaître par rapport au mode traditionnel de financement, c'est-à-dire le financement direct vers le marché des capitaux, le financement indirect intermédiaire via les banques, un autre type de financement que l'on qualifie de shadow banking. Oui, un mot sur lequel il faut tout de même faire attention. Oui, il faut faire vraiment attention parce que la traduction via Google n'est pas forcément la bonne et on peut définir en fait le shadow banking comme une activité de crédit intermédiaire en dehors du système bancaire régulé. C'est vraiment quelque chose qui est apparu en 2008. Contenu, c'est une sorte d'arbitrage réglementaire parce que les acteurs ne sont pas régulés comme les banques. Et ça répond également à des exigences en termes de quête de rendement et également de financement de l'économie réelle. Donc, à terme, ce seront davantage les institutionnels qui vont financer la dette privée. Il faut bien que quelqu'un fasse le relais quelque part et c'est vrai que les institutionnels sont mieux placés parce qu'ils n'ont pas les mêmes exigences en termes de liquidité et ce qui est assez pertinent et intéressant à voir, d'ailleurs on peut le voir sur le slide, c'est que certains acteurs du shadow banking et je dirais certaines parties, en particulier le marché de la dette privée, c'est qu'il y a un marché du crédit qui est non coté, est en train de s'accroître énormément en Europe avec des investisseurs qui ne sont plus forcément les banques et qui apportent justement ce financement à des entreprises qui en ont besoin nécessairement par rapport à leur activité. Florence, je vous remercie beaucoup d'être venue nous retrouver aujourd'hui.